Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de reprendre contact avec vous dans ces conditions un peu particulières que traverse notre pays et que traverse le monde aussi. J'espère que vous vous portez bien et que votre famille se porte également bien. À partir de ce cours, nous allons avoir régulièrement, quotidiennement, une petite capsule de 10 minutes qui traitera des thèmes que nous devons traiter, que nous devions plutôt traiter dans notre cours. Ça n'aura pas du tout la chaleur de l'amphi, mais ça nous permettra de continuer notre travail en attendant que les choses s'éclaircissent et en attendant que les choses vont bien. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'État à travers ses fonctions et ça tombe bien. Nous sommes en pleine période où la nécessité de l'État, la nécessité de la fonction essentielle de l'État qui est l'exercice de la souveraineté apparaît. Nous avons vu depuis le début que l'État joue une fonction essentielle, celle de l'autorité, de l'exercice de l'autorité. Aujourd'hui, dans ces conditions extraordinaires, cette autorité s'exprime de manière manifeste. Et puis, nous voyons aussi que, vu la sécurité, vu le rapport autorité, liberté, sécurité, les citoyens renoncent à leur liberté en contrepartie d'une sécurité qui est cette fois-ci une sécurité sanitaire. Théoriquement, dans la doctrine, les fonctions de l'État sont souvent réparties en trois fonctions. D'abord une fonction législative, deuxièmement une fonction exécutive et troisièmement une fonction juridictionnelle. Nous allons voir tout cela, mais nous allons à notre façon le répartir en deux axes principaux. Le premier axe principal, nous allons l'intituler l'exercice de la souveraineté. Et le deuxième, l'encadrement de la société. Bien entendu, nous allons mélanger tout cela. Nous allons mélanger les trois principales fonctions essentielles de l'État dans ces deux axes-là. Que signifie l'exercice de la souveraineté ou que signifie tout simplement la souveraineté? La souveraineté, en fait, signifie qu'un État exerce un pouvoir sur une population dans un espace géographique déterminé. Cette autorité est bien entendu une autorité légitime. Comment apparaît cette autorité et comment s'exerce-t-elle? Elle s'exerce à travers deux choses. D'abord, le monopole de l'édiction des règles. Seul l'État est habilité à créer de la loi, créer de la règle. Seul l'État est autorisé, est habilité à créer de la loi. Et on le voit partout, dans tous les États. Le nôtre, par exemple, l'article 70, le Parlement fait la loi. Donc là, c'est le Parlement qui fait la loi et on le voit dans tous les États. Il n'y a pas de règle juridique en dehors de cela. L'État crée la loi. La deuxième chose, il la crée bien entendu dans ces institutions que nous connaissons qui sont le Parlement et dont la fonction essentielle est la fonction législative. Le Parlement, comme on le sait, peut être soit un Parlement monocaméral, avec une seule chambre, soit un Parlement bicaméral, et on verra en fait que la procédure justement de la production de cette règle est pratiquement la même partout. Bien entendu, l'initiative revient souvent, elle est partagée souvent entre l'exécutif et le législatif. Le parlementaire fait des propositions de loi, le gouvernement fait des projets de loi. Donc, il n'y a pas de loi à part celle qui est produite par le Parlement et par l'État. Mais il y a d'autres formes de règles que l'État est autorisé, est habilité à créer. Ce sont les règlements, c'est-à-dire la manière ou les textes qui vont permettre à cette loi d'être appliqués et les arrêtés qui peuvent être des arrêtés ministériels, préfectoriels, etc., qui vont permettre justement le prolongement de la loi du haut vers le bas. Résumons en fait le monopole de l'État, de l'exercice de la souveraineté apparaît à travers le monopole de l'édiction de la règle. Seul
le Parlement est autorisé à faire la loi. Donc seul l'État est autorisé à faire la loi. Deuxième acte de cet exercice de la souveraineté, c'est le monopole de l'application de la règle. Si seul l'État est autorisé, est habilité à créer de la loi, seul l'État est habilité à appliquer la loi, à travers, bien entendu, ses instances, qui sont l'administration et la justice, mais personne d'autre. Personne. Seul l'État est habilité à appliquer la loi. Il l'applique à travers le juge, dans le cadre judiciaire, et à travers, bien entendu, les autorités administratives, dans tout ce qui touche, les autorités administratives, pardon, dans tout ce qui touche l'administration. L'administration, la souveraineté aussi apparaît sous deux formes. Bien entendu, il y a deux formes de souveraineté. Il y a la souveraineté nationale, où la souveraineté appartient à la nation. Ça, c'est toute une discussion que nous allons avoir après, quand nous aborderons la citoyenneté, quand nous aborderons la démocratie, etc. Nous reviendrons certainement dessus. Il y a la souveraineté nationale, où la souveraineté appartient à la nation. C'est généralement ce qui est pratiqué partout dans le monde. Et puis, il y a la souveraineté populaire, où la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient à la nation en tant qu'entité inaliénable, elle n'appartient à personne. Les hommes et les femmes qui vont exercer la souveraineté au nom de la nation vont être les représentants de la nation. Ils feront une fonction. La deuxième catégorie, qui est la souveraineté populaire, la souveraineté ici, elle est partageable. Chaque personne dispose d'une petite part de souveraineté qui est inaliénable et qui ne peut céder à personne. Donc, il l'exerce lui-même. Ici, nous sommes dans une souveraineté où la souveraineté est un droit. La souveraineté aussi de l'État s'exerce à deux niveaux. Elle s'exerce au niveau interne, c'est-à-dire en fait au niveau du territoire, à travers les instances que nous avons vues tout à l'heure, que les instances régaliennes, que ce soit à travers la police, la gendarmerie, toutes les forces, mais elle s'exerce aussi à travers le Parlement et les institutions politiques. La souveraineté ici vise le maintien de l'ordre et le maintien de la paix civile au sein de la société. La souveraineté aussi s'exerce au niveau externe. Elle s'exerce vis-à-vis des citoyens, mais vis-à-vis aussi de nos partenaires, c'est-à-dire les autres États. À ce moment-là, nous avons deux catégories de soit en temps de paix, et à ce moment-là, c'est la diplomatie. Donc nous avons des relations diplomatiques avec tout ce qui nous entoure et avec le monde entier. Et pour cela, il y a des instances dans lesquelles nous traitons pacifiquement nos différends. Cette souveraineté apparaît aussi à travers les prolongements diplomatiques, qui sont les représentations diplomatiques dans les États, que ce soit les ambassades, les consulats, où les citoyens sont traités comme de véritables citoyens de l'État. Et cette partie-là, que ce soit le consulat ou l'ambassade, sont considérés comme une partie intégrante du territoire de l'État donné. Au niveau, pendant la guerre, et je ne l'espère pas, la guerre, donc là, la souveraineté s'exerce à travers l'armée, la défense, etc., pour défendre les frontières. La deuxième fonction de l'État est une fonction d'ordre social. Donc là, c'est un passage, en fait, de l'État gendarme à l'État-providence. L'État gendarme a une fonction qui est celle de l'exercice de la souveraineté, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Comme le gendarme, il assure la sécurité. Il ne vous soigne pas, il ne vous éduque pas. Son rôle, c'est le maintien de l'ordre et de garantir la sécurité. À partir du XVIIIe siècle, on est passé dans un autre volet, à partir plutôt du XIXe siècle, avec l'évolution industrielle, l'apparition de la société assurantielle, nous avons basculé dans une autre forme de l'État. L'État s'est vu, malgré lui, investi d'autres missions, qui sont, on le verra un peu plus tard, qui relèvent aussi de la souveraineté, on le verra plus tard. Ces fonctions sont d'abord des fonctions essentielles au fonctionnement de la société. L'État intervient au niveau de l'éducation. Il intervient au niveau de l'éducation
parce que les individus ne peuvent pas assurer leur éducation propre, et puis l'évolution de la société, l'explosion démographique, la révolution industrielle et tout ce qui l'a accompagné ont fait que l'État s'est obligé lui-même pour répondre à un besoin de cadres, à un besoin de gens instruits, de former des gens. La création et l'apparition de ce qu'on a appelé à l'époque l'éducation nationale, l'école de Jules Ferry. Que signifie l'école de Jules Ferry? Signifie en fait qu'il y a une obligation de l'État d'assurer l'éducation à ses citoyens à travers l'établissement d'un service qu'on appellera le service de l'éducation nationale. Nous ne payons rien, mais nous devons avoir un enseignement de qualité, bien entendu, pour pourvoir aux besoins de l'évolution de la société. Le deuxième cas, on en reviendra un peu plus tard pour l'éducation. Pour l'éducation, que l'État intervient dans différentes formes. Donc, d'abord, assurer à tout le monde une éducation et permettre même à ceux qui sont dans le besoin, à travers un système de redistribution qu'on appellera les bourses, à ceux-là qui sont dans le besoin de pouvoir poursuivre leurs études. Le deuxième secteur et la deuxième mission était une mission fondamentale aussi, et on le voit surtout aujourd'hui. C'est la santé. L'État intervient au niveau de la santé à travers des institutions, ce qu'on appelle la santé publique. Il doit prévoir et il doit aussi agir quand il y a des drames comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Ce n'était pas choisi, malheureusement. Aujourd'hui, nous vivons le cas essentiel de l'État où l'État doit intervenir de manière sérieuse, de manière d'abord par anticipation, parce qu'il faut qu'il prévoie ce qui va arriver et en aval pour soigner et éradiquer les pandémies et les épidémies. L'État doit intervenir au niveau de la santé à travers le pourvoi d'un service public de santé, à commencer le premier jour par les vaccinations, etc., par le suivi de l'État, mais à travers des hôpitaux publics pour assurer une santé publique, parce qu'il y va de l'hygiène de l'État. Donc l'État a une fonction, vous voyez qu'il y a, là, il y a une interférence entre la souveraineté, entre l'exercice de la souveraineté et l'encadrement de la société. L'État intervient ici justement pour la sécurité sanitaire. Pour la sécurité sanitaire, et on le vit aujourd'hui, nous sommes confinés. Pourquoi? Parce que l'État agit au niveau de la santé, d'abord pour nous protéger. Il nous demande de rester chez nous, mais il n'est pas resté inactif. Il est en train de soigner ceux qui sont malades et il est en train de faire tout ce qui est possible pour remettre les choses à leur place et pour résoudre la crise sanitaire. Je ne parle pas seulement de l'État marocain, je parle de la société internationale tout entière. Nous avons vu ce qu'a fait la Chine et ce qu'elle continue à faire. La Chine continue, non seulement elle a agi de manière extrêmement intelligente, aujourd'hui elle continue à travailler pour soit trouver un médicament, soit trouver un vaccin. La même chose en France, en Espagne, en Italie, partout. L'État agit ici ou intervient. Vous voyez, il y a une interconnexion entre l'encadrement de la société et la sécurité. Il intervient de manière drastique pour justement empêcher l'épidémie ou la pandémie de progresser au sein de notre société. L'État intervient aussi au niveau économique. Et ça, c'est une nouveauté. Elle est liée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'État-providence. Il est vrai que si on s'arrête à la fonction essentielle de l'État, l'État ne doit pas faire de commerce. L'État ne doit pas faire d'économie. Mais la société moderne est ponctuée de drames humains et de tournants de l'histoire. Le premier tournant qui va permettre la naissance de cette économie publique, où l'État va intervenir massivement, y compris dans les États les plus libéraux, on a 1929. 1929, les États, ou les États-Unis, ou le monde entier s'est trouvé obligé d'intervenir dans l'économie à travers la relance de l'économie, où l'économie publique est née, où on a permis à la société de redémarrer à nouveau. Ceci s'est reproduit à plusieurs reprises. En 2008, par exemple, en 2008, on a vu que les États qui n'ont pas intérêt à
à intervenir économiquement l'ont fait massivement et dans des sociétés privées pour sauver des banques, pour sauver des sociétés, parce qu'il s'agit ici du rôle essentiel de l'État-providence. Et on le voit maintenant. On le voit maintenant, l'État va intervenir de manière massive pour sauver l'économie internationale et chaque État à sa manière, va trouver les méthodes qui lui sont propres pour justement juguler ce problème et résoudre ce problème qui est lié au dysfonctionnement de l'économie nationale. L'État va intervenir en créant des entreprises publiques. Là, on l'a vu partout dans le monde, on a vu fleurir au XXe siècle des entreprises publiques parce que la finalité de ces entreprises publiques n'est pas la même que celle pour les entreprises privées. La finalité de ces entreprises publiques, c'est d'assurer un bon fonctionnement, d'assurer une rotation de l'argent, de permettre à des gens d'avoir un travail, de payer des impôts et de faire tourner la roue économique. Nous avons vu la même chose en 2008. En 2008, même les États-Unis, le temple du libéralisme, est intervenu par des milliers de millions de dollars pour sauver l'économie américaine, pour sauver d'abord des banques, pour sauver des sociétés d'aviation civile, pour sauver des entreprises privées. Et aujourd'hui, on est dedans. On va voir en fait que la majorité des États vont essayer de sauver ce qui peut être sauvé dans l'économie. Nous avons ici au Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté, créé un fonds pour lutter contre cette pandémie. Donc l'État intervient pour permettre à l'économie de repartir à travers d'abord une récolte de l'argent et de cette redistribution de l'argent pour ceux qui sont en difficulté. Et on le sait qu'aujourd'hui, l'économie est à l'arrêt. Elle est pratiquement à l'arrêt partout dans le monde. Et on verra dans les semaines à venir, même après, on verra les conséquences économiques qui vont être très grandes, qui vont être pratiquement désastreuses pour le monde entier, que ce soit pour l'Europe, pour les États-Unis, pour la Chine. On commence déjà à avoir une idée des effets de cette pandémie. Ici, chez nous, on le verra dans les semaines à venir. L'État a l'obligation, voyez, l'État a l'obligation ici de donner un coup de pouce pour redémarrer. Et partout dans le monde, aujourd'hui, on commence à utiliser ce terme, redémarrer l'économie à travers une intervention massive de l'État. Ce qui était tout à fait, il y a une quarantaine d'années, pratiquement banni. Dans les années 80-90, on ne voulait plus entendre de l'État. On ne voulait plus pour eux. Pour les libéraux, l'État, c'était un instrument de régulation dont on n'a plus besoin et l'État ne doit plus faire d'économie. C'est la raison pour laquelle on avait procédé à l'époque à des privatisations partout, y compris, bien entendu, chez nous. Aujourd'hui, on revoit naître, y compris aux États-Unis, un terme qui était pratiquement banni du vocabulaire politique, les nationalisations. Que signifie la nationalisation? Signifie en fait que l'État intervient par de l'argent public pour racheter des entreprises privées qui sont en difficulté. Nous en avons entendu en France, en Allemagne, en Espagne. Je ne sais pas en fait ce qu'il en sera aux États-Unis, mais ils le feront. L'économie mondiale aujourd'hui ne redémarrera pas sans l'intervention de l'État. Juste avant de finir, il nous reste une minute pour clore cette petite capsule aujourd'hui. J'aurais pu ne pas revenir sur les fonctions de l'État, mais étant donné en fait l'actualité aujourd'hui, il m'a paru nécessaire de revenir pour insister dessus. L'État joue deux rôles importants. Le premier, c'est l'exercice de la souveraineté, que ce soit la souveraineté interne ou la souveraineté externe, à travers deux moyens qui sont d'abord le monopole de l'exercice, de l'édiction des règles et le monopole de l'application de ces règles. Mais l'État s'est trouvé investi dans le cadre de ce qu'on appelle généralement l'État-providence d'une autre mission. Cette mission, c'est celle de l'encadrement de la
société à travers l'intervention de l'État dans les secteurs sociaux, dans l'économie, dans la santé, dans l'éducation et dans l'économie, comme on le voit depuis quelque temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour une autre capsule. Au revoir.